Prochaine séquence. Alors, on garde un pied dans l'usine, mais on prend de la hauteur. L'eau est un bien commun, un trésor commun, pour reprendre l'expression de Jean-Luc de Valorial, un enjeu pour la planète, pour les territoires. Sur cette table ronde, nous avons voulu élargir le débat aux parties prenantes, poser la question des levées d'action collectives qui peuvent être actionnées pour une meilleure gestion de la ressource en eau. J'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Gaël Petit, maître de conférence à Sciences Po Rennes, Bertrand Convert, président de la commission environnement de la BEA et délégué aux relations extérieures de la Coperle, Sébastien Brémond, directeur de l'usine d'Aussy Le Fawet, Teddy Régnier, président du syndicat Eau des Ports de Bretagne, Nicolas Fauré, secrétaire général d'Eau et Rivières de Bretagne et hydrologue. Merci de me rejoindre. Bienvenue chacun des intervenants. Prenez place. Bonjour. Bonjour. Merci de me rejoindre. Bonjour. Voilà, alors, il y aura un micro de part et d'autre. On va simplement profiter de la petite transition pour mettre le bon diaporama. Ah oui. Excusez-moi, je mets le bon diaporama. Parfait. Alors, tout d'abord, un petit tour de table pour présenter nos intervenants. Gaël Petit, vous êtes à ma gauche, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes enseignante, chercheuse, maître de conférence en sciences de gestion à Sciences Po Rennes, de formation initiale ingénieur agro. Vous intéressez à la performance environnementale et sociale des produits et vous portez un projet, on va en dire plus tout à l'heure, sur effectivement, dans le cadre de votre intérêt pour les systèmes d'alimentation durable, un projet qui s'intéresse effectivement à l'eau. Bonjour Gaël. Vous pouvez prendre le micro. Bonjour. Alors Sébastien Brémont, bonjour. Vous êtes à ma gauche, directeur de l'usine d'Aussy Le Fawet, que vous dirigez depuis août dernier. Une usine de 7 hectares couverts, 60 000 tonnes de légumes par an produits dans le territoire par la coopérative Eureden, des pois, des carottes, des haricots, un process de lavage, préparation, jusqu'au blanchiment et la mise en conserve boîtés et bocaux. On va revenir sur effectivement la situation que vous connaissez et traversez. Teddy Régnier, bonjour. Donc vous êtes à l'extrémité gauche, à ma gauche de la table. Teddy, président du syndicat Eau des Ports de Bretagne, également maire de Châteaubourg à l'est de Rennes, vice-président de Vitré Communauté et depuis 2020, président du syndicat Eau des Ports de Bretagne, un syndicat issu de la fusion de plusieurs syndicats de production et distribution de l'eau, un territoire de 61 communes, 140 000 habitants dans l'est de l'île-et-Vilaine. Nicolas Fauré, vous êtes secrétaire général d'Eau et Rivières de Bretagne, vous êtes hydrologue. Alors, Eau et Rivières de Bretagne, une association qui compte 1600 adhérents, une centaine d'associations également adhèrent directement. C'est la seule association régionale de France spécialisée dans le domaine de l'eau. Une reconnaissance à l'échelle nationale et européenne. Et vous-même, vous êtes ingénieur agronome, vous avez une carrière de plus d'une trentaine d'années dans le domaine de l'environnement au sein de l'administration de l'État, notamment au sein de l'Adréal Centre Val-de-Loire. Vous avez exercé à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse également. Et hydrologue parce que vos travaux portent à travers différentes publications sur l'évolution des débits des rivières bretonnes de 1965 à 2050. Et puis à ma droite, Bertrand Convert, bonjour. Vous êtes en charge en tant que président de la commission environnement de la BEA, une commission qui mobilise à travers un travail fédérateur des entreprises sur les sujets de l'environnement et sur le sujet de l'eau en particulier, avec le rôle pionnier sur le décret dont on a parlé tout à l'heure. Et vous êtes délégué aux relations extérieures de la Coperle, avec une expertise sur les sujets de l'environnement notamment. Alors,
Ce tour de table étant fait, on va d'abord essayer bien de revenir sur le constat qui a été dressé. Au fond, est-ce que les uns et les autres, le constat des tensions sur l'eau, c'est les termes que vous employez, c'est une situation que vous vivez. Nicolas Fauré, en tant qu'association tout à fait spécialisée sur ces sujets, comment vous voyez la situation et notamment en lien avec le sujet d'aujourd'hui, le secteur agroalimentaire? Nous sommes d'autant plus sensibles que la Bretagne a cette singularité d'être sur un fond de roches anciennes. Il n'y a pas peu de nappes et donc il y a peu de régulation saisonnière de la ressource en eau, d'où des étiages qui sont souvent sévères, compensés par la création pour la fabrication d'eau potable par des retenues, mais le système qui existe arrive un petit peu à ses limites. Je voudrais vous donner une image que peu de gens ont, qui concerne l'île-et-Vilaine, sur 60 ans. Dans les années 60-70, en gros, le débit de la rivière était inférieur à la moyenne, en gros 60% du temps. Aujourd'hui, sur ces 10 dernières années, c'est 70% du temps. Autrement dit, l'écoulement n'a pas changé, il se répartit différemment. C'est-à-dire la période où il y a peu d'eau est de plus en plus longue. C'est un mois de plus, entre guillemets, de ressources rares. Et donc, oui, la question de la disponibilité, la capacité des territoires à répondre à une demande, celle des habitants, celle des activités économiques, des activités agricoles, est un vrai défi. Et pour nous, nous y sommes d'autant plus attachés que si l'homme prélève trop, c'est le milieu qui trinque. Et quand le milieu trinque, sa capacité à régénérer la qualité de l'eau s'effondre. Et ça devient l'homme qui est concerné. Donc nous sommes dans une boucle potentiellement négative. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement attentifs, non pas à empêcher les projets, mais que les projets intègrent ces différentes questions au mieux. Alors, je me tourne vers Teddy Régnier. Vous, quel est le constat sur votre territoire? Alors, j'ai dit le syndicat couvre 61 communes, 140 000 habitants. Tension sur l'eau? Alors clairement, en effet, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on sait que dans les 10-15 ans qui viennent, on va être confronté à un changement climatique qui aura un impact sur nos ressources en eau, sur en effet la période des pluies qui sera différente. Alors on a la chance d'avoir 3 barrages sur notre territoire, mais ces 3 barrages ne suffiront pas si on n'adapte pas nos prélèvements, notre production et notre consommation. Il faut savoir que pendant des années, vous l'avez rappelé, l'eau potable était gérée par des petits syndicats, c'est-à-dire des petites structures qui n'avaient pas forcément les ressources humaines, pas forcément les moyens financiers pour faire face à ces enjeux. Et aujourd'hui, certains territoires comme le nôtre, je pense aussi à Rennes Métropole avec la CEBR, se sont organisés pour fusionner en fait, ces syndicats et pour se donner les moyens de pouvoir affronter et préparer ces changements en travaillant en proximité avec les industriels, en ayant une analyse des consommations sur le domestique et sur le particulier aussi, en investissant dans le renouvellement des réseaux pour réduire à nouveau les fuites, et puis en se préparant à adapter nos outils de production d'eau potable à ces changements climatiques. Vous êtes sur un territoire où l'agroalimentaire est très présent. Quelques chiffres pour situer eh bien, ce que représente le secteur. Oui, on produit, nous, une dizaine de millions de mètres cubes par an. Et 35% de ces volumes vont à une douzaine de compteurs agroalimentaires. 35%, et si on doit comparer à l'échelle peut-être régionale ou nationale, en général c'est beaucoup plus bas. Oui, c'est beaucoup plus bas. Voilà, Ouais. on est sur une dizaine de pourcents peut-être. Voilà. Donc on a un syndicat très impacté sur une douzaine de gros consommateurs que sont des laiteries, que sont des abattoirs, que sont aussi la production de viennoiserie. Donc voilà, maintenant l'enjeu. Et ce qui est intéressant ce matin, dans ce que j'ai pu entendre depuis toute cette matinée, c'est qu'on voit à la fois une évolution législative qui va nous permettre d'aller vers de la réutilisation, mais on voit aussi des ruptures technologiques qui vont arriver et qui devraient nous aider à baisser ces consommations. Alors je me tourne vers eh bien, les représentants de l'industrie agroalimentaire. Bertrand Convert, alors vous êtes président de la commission environnement, mais vous êtes délégué aux relations extérieures de la Coperle. Avec la casquette Coperle, je vous propose de répondre sur la situation vécue par le groupe coopératif. Même question, tension sur l'eau?
Bonjour à tous. Donc effectivement, donc d'une manière générale, je pense que ces tensions, elles sont vécues par tous. Alors la Bretagne reste une région économiquement dynamique qui continue d'accueillir des populations. Donc quand on parle de tensions, ça veut dire qu'il y a une situation potentiellement de conflit d'usage. On peut le vivre en tant que particulier quand il y a une sécheresse en Bretagne, on n'a plus le droit de nettoyer sa voiture. En tant qu'entreprise également, donc on peut être amené à modifier des lignes de production. Donc je dirais, on est en train de changer de paradigme, parce qu'on a eu quand même très longtemps une approche qualitative de l'eau dans la région, quasi exclusivement qualitative, qui reste encore aujourd'hui parfaitement légitime. Mais donc on ajoute aujourd'hui cette dimension quantitative et qui va être la condition, en tout cas pour les entreprises, pour continuer de produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau devient un élément de droit à produire tout à fait prioritaire. Donc on l'a rappelé ce matin déjà, donc la consommation d'eau les prélèvements d'eau pour les industries agroalimentaires, c'est environ 12% de la consommation totale en Bretagne. Et donc, cette prise de conscience, je pense qu'on a passé cette étape-là au niveau des entreprises agroalimentaires bretonnes. Et donc, désormais, on arrive après avoir fait la phase de mesure des consommations, on arrive véritablement dans cette étape de l'action pour rationaliser toute forme de prélèvement. Sébastien Brémond, la conserverie est implantée à Le Faouët. Qu'est-ce que vous vivez en termes de problématiques sur l'eau ? Oui, tension sur l'eau, nous on connaît ça également, puisque sur la conserverie de légumes, on fabrique la moitié de nos volumes sur les mois de juin à septembre, qui sont les mois les plus secs de l'année. De ce fait-là, depuis une dizaine d'années maintenant, la conserverie est engagée dans une démarche d'économie d'eau, de modernisation aussi de ces infrastructures, avec une station d'épuration qui est moderne et équipée en plus d'un module de reuse dont on parlera un peu plus tard. Et la problématique particulière de votre territoire, quelle est-elle ? Notamment, je crois savoir qu'il y a une rivière en fait, qui est au cœur du site industriel. Oui. Alors nous, on est implanté au fond d'une vallée, au bord de l'Inam, qui est une rivière de catégorie 1. Et donc, évidemment, on rejette l'eau qu'on traite depuis la station dans cette rivière. Et de ce fait-là, on doit être exemplaire sur les niveaux de charge qu'on amène sur cette rivière. Et c'est cette rivière-là aussi qui nous aide à maintenir l'activité sur le site, puisque une partie de l'eau qu'on utilise sur le site provient de cette rivière. 2022, je me tourne vers Bertrand et Sébastien encore. Est-ce que vous avez vécu cette situation, y compris à travers des arrêtés sécheresse qui auraient pu impacter votre activité, Bertrand, pour la Copper, la Lamballe ? Bien sûr. Alors, je dirais 2022, ça a été quand même l'année de l'électrochoc. Donc ça a permis de prendre conscience qu'il y avait véritablement des risques de rupture d'accès à l'eau qui allaient avoir des conséquences très, très immédiates sur la production. Donc je pense qu'en tant qu'opérateur économique, pour ce qui nous concerne, la prise de conscience avait été faite avant, mais au même titre qu'on a fait par exemple des plans de continuité d'activité sur l'énergie, sur la main-d'œuvre, sur le digital, sur les cyberattaques, etc., eh bien, on a ajouté également un élément sur l'eau, en se disant qu'il allait falloir activer obligatoirement donc, tous les leviers d'économie et de recyclage, d'où aussi notre combat assez insistant pour obtenir des possibilités de réutiliser l'eau issue du traitement, parce que c'est quand même un levier très, très substantiel. Sébastien, arrêté sécheresse. Exactement la même chose sur 2022, année particulièrement sèche, pour lesquelles on était en rodage du coup sur la réhute, et qui nous a permis de passer justement ce pic de sécheresse sans impact notable sur l'activité. On est dans un territoire très rural, on est un des gros employeurs du territoire, et c'est vrai que les tensions sur l'eau ont un impact direct sur nos activités, et donc ça a été l'année aussi de lancement de la reuse sur le site, et ça a été salvateur sur 2022. On va y revenir. Je me tourne vers Nicolas sur ce constat. Vous observez de longue date l'évolution effectivement de la situation. Alors, est-ce que vous avez des données sur justement la part de l'agroalimentaire en termes de consommation d'eau ? Comment vous l'évaluez ?
Alors, les chiffres ont été donnés. Les chiffres ont été donnés. Hein. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à l'échelle, je dirais globale, ce qu'on observe, c'est on avait une baisse jusque dans le 2015 de la consommation d'eau potable, tous usages confondus. Et puis, après 2 décennies de baisse, on réobserve une augmentation de l'ordre de 2% par an. D'où la question, qui ? Alors, il y a l'augmentation de la population, c'est clair. Pas tellement l'augmentation de la consommation par branchement. Ça joue relativement peu. Puis quand on commence à creuser, on se rend compte que nous avons le tourisme au travers des campings de mobil-home. On a une augmentation au travers des EHPAD. C'est une surprise. Mais on a ici une augmentation au travers des industries agro-écoles et alimentaires. Alors, ce n'est pas en soi un problème. La question simplement, c'est quand un industriel s'installe sur un syndicat d'eau, on peut avoir plus de 100, plus 300% de consommation. Et là, ça peut devenir un problème. Donc, si vous voulez, il n'y a pas des responsables. Nous sommes tous dans une évolution, nous avons tous des efforts à faire, mais c'est vrai que l'impact, le choc d'une activité notamment agroalimentaire peut être très déstabilisant pour un territoire et c'est souvent un sujet de débat très vif. Gaël, vous observez dans votre étude des systèmes alimentaires le sujet de l'eau. C'est un critère que vous prenez en compte de façon globale parmi d'autres critères ? Alors oui, le sujet de l'eau, on voit bien qu'il est au cœur des problématiques. J'allais parler du programme POPSU, justement. POPSU, c'est un acronyme pour plateforme d'observation des projets des stratégies urbaines. C'est un programme national, en vérité, qui a des dispositifs dans chacun des territoires. Et il se trouve que dans le territoire breton, on conduit avec des collègues donc, un programme sur les transitions qui est piloté est porté par l'Audiard, donc l'agence d'urbanisme de Rennes Métropole, et par la chaire TMAP, donc une chaire de recherche transition, mutation de l'action publique, que dirige ou dont est titulaire mon collègue Romain Pasquier, qui est le directeur de la recherche à Sciences Po. Et en fait, en effet, dans la construction de la feuille de route et du choix des problématiques, en échangeant avec Gwenaël Baudot de l'Audiard notamment, assez vite, cette thématique de l'eau s'est imposée parce qu'il vient d'être décrit, en fait, le choc des 2 sécheresses consécutives, alors que dans l'imaginaire collectif en Bretagne, on n'est pas tellement sur un territoire qui est amené à manquer d'eau. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit que cette thématique de l'eau, elle devait être traitée sur le programme Rennais POPSU, qui va durer 3 ans. Et puis là, on vient de débuter ce programme. Et donc, quels sont les impacts environnementaux autour de l'eau ? Quels sont les critères que vous étudiez ? Alors là, en termes de méthode, finalement, je vais reprendre des termes qui ont déjà été tout à l'heure évoqués. Notamment, on parle d'analyse de cycle de vie. C'est une méthode de calcul d'impact environnementaux de la famille qui fait l'objet d'une normalisation, la famille 14 000, donc du management environnemental. Et en fait, on va s'intéresser plus spécifiquement à cette empreinte eau parmi d'autres indicateurs. On va dire que dépendamment des hypothèses méthodologiques qu'on va faire, ces indicateurs peuvent être au nombre de 15, 20, pour décrire plus précisément que juste avec une empreinte carbone, quels sont les impacts de l'alimentation et des produits alimentaires. Voilà l'empreinte eau qu'on a évoquée tout à l'heure et effectivement qui est un concept qui tend à se diffuser. Fort de ce constat, passons à la mise en œuvre de solutions tournées vers les économies d'eau. Des exemples avec Sébastien sur l'usine Le Fawet. Qu'est-ce qui a été fait au regard de la situation que vous avez décrite ? Alors, beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les interventions précédentes. On n'a pas réinventé l'eau tiède. C'est le cas de le dire. On a comment installer des compteurs, zoner les suivis par équipement, par zone dans l'usine. Et ça reste quand même la première économie, ça reste l'eau qu'on ne consomme pas. Ceci étant, sur le site d'Aussi Le Fawet, des prélèvements qui se faisaient par eau de forage, à travers l'eau de la rivière également, et qui, jusqu'à en 2018, n'étaient pas restitués directement au milieu naturel, mais à travers un plan d'épandage. Qui peut avoir ses limites suivant les périodes de l'année. Surtout en période pluvieuse. C'est ça.
Et dès 2014, donc, en plus, le site est rentré dans une démarche d'économie d'eau qu'on a citée un peu avant, mais aussi est rentré dans une démarche pour pouvoir implanter une station d'épuration sur le site, de façon à pouvoir restituer au milieu naturel l'eau qui en est prélevée. Et dans votre méthodologie, est-ce qu'un point clé, ça a été justement de mesurer, c'est ce qui a été dit plusieurs fois ce matin, donc d'avoir des outils de diagnostic, Oui. des capteurs La mesure, les capteurs, le zonage le plus finement possible, orienté sur les postes les plus stratégiques de l'usine, et surtout un suivi quotidien. Et j'entendais GSF qui intervenait tout à l'heure et qui disait c'est vraiment le pilotage au quotidien qui fait la performance. Oui, c'est ça. Et c'est en parler avec les équipes, c'est comment constater les dérives, les analyser et mettre les plans d'action court terme qui s'imposent. Et c'est aussi un travail de partenariat, puisque nous, on a GSF aussi qui intervient sur notre site. Et ils sont consommateurs d'eau, puisqu'ils sont là pour nettoyer le site. Et c'est des démarches qu'on peut lancer aussi à travers avec les partenaires prestataires qu'on peut avoir sur nos sites. Alors, Teddy, je vous vois acquiescer. On était à l'échelle d'une entreprise, on passe à l'échelle d'un syndicat. Le comptage, c'est déterminant. Ça fait partie des leviers d'action que vous avez actionnés ? Oui, nous, ça a été. Alors, je dirais que 2022 a fait accélérer des choses. Le syndicat est un syndicat assez récent, puisque sa création date de 2020. Donc, le temps de se structurer, de mettre en place des politiques publiques. Et 2022 nous a donné un grand coup de pied, on va dire, pour qu'on accélère toutes ces démarches. On a commencé, nous, déjà, sur cette douzaine de gros consommateurs, à installer des compteurs télégérés. Donc, c'est-à-dire que tous les matins, si je le souhaite, je peux connaître la consommation de mes 12 plus gros consommateurs de la veille. Donc, c'est vrai qu'on a un suivi, nous, alors pas quotidien, puisque c'est pas notre rôle, mais mensuel. Et c'est vrai que dès qu'on remarque des évolutions, que ce soit en baisse significative ou en hausse significative, on appelle l'industriel, on prend rendez-vous, on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un nouveau process qui est mis en place, est-ce qu'il y a des nettoyages plus conséquents que par rapport à d'habitude, et donc toutes ces démarches-là sont mises en place. De notre côté, nous, on a aussi un travail à faire sur nos fuites, et donc là, il y a eu un investissement important l'année dernière et on va continuer. On passe, il y a 2 ans, à une quinzaine de kilomètres renouvelés de réseau par an. L'année, il y a 1 an, à 26 km. Et sur 2023, on a fait 43 km de renouvellement de réseau. Donc l'objectif, c'est d'être entre 45 et 50 km de renouvellement de réseau sur un parc de 3000 km, d'être à 1,3% environ de renouvellement de réseau, ce qui est de l'ordre de 5 millions d'euros environ d'investissement par an. Sur le plan purement financement, on a parlé du plan Ecodo ce matin. Ça fait partie des leviers que vous aviez utilisés. Oui, tout à fait. On a poussé l'ensemble des industriels gros consommateurs d'eau à s'inscrire dans cette démarche Ecodo. Et pour certains, en fait, ils ont même pris le sujet pour les gros industriels et les gros groupes directement, sans forcément passer par Ecodo, mais en travaillant avec des prestataires spécialisés pour mettre en place des plans d'action. Et ça paye, puisque aujourd'hui, en 2 ans, je parlais d'une dizaine de millions de mètres cubes, c'est 800 000 mètres cubes économisés. Mon objectif était 1 million d'ici 2026, on y sera, donc on en sera à nos 10%. Et l'objectif, c'est de retourner chercher 1 million de mètres cubes avec le REUT et avec les ruptures technologiques sur les 10 prochaines années pour arriver à une économie de 2 millions de mètres cubes sur une dizaine de millions de mètres cubes produits. Le REUT, justement, Bertrand, avec votre casquette ABEA, on l'a évoqué, un sujet très important que vous avez poussé. Vous voyez quelle perspective d'application pour prolonger ce qui a été dit ? Les perspectives d'application sont énormes. Je m'appuie sur une enquête qui a été faite par l'ABEA très récemment et qui montre qu'aujourd'hui, il y a quasiment une entreprise sur 2 qui a dans les cartons un projet de réutilisation des eaux. Donc ça, je trouve que c'est quand même très encourageant, surtout quand on regarde le résultat qui peut être associé, puisqu'on voit qu'en termes d'allègement du prélèvement, on peut obtenir des résultats qui sont de l'ordre de 15 à 20%. Donc je pense que vis-à-vis de l'impact sur le territoire, ça peut vraiment avoir un effet significatif. Donc maintenant, on va arriver dans une phase où effectivement, on va être doté d'un cadre réglementaire opérationnel. Il va quand même falloir un délai malgré tout pour que les entreprises puissent s'adapter parce qu'il va y avoir des dossiers administratifs à faire, des budgets à valider. Beaucoup d'entreprises sont déjà en ordre de marche et ont déjà des résultats à leur actif. Pour ce qui concerne l'exemple de la Cooperl,
Donc déjà, depuis pas mal d'années, on recycle l'eau et on la réutilise dans les limites des possibilités réglementaires. Donc on est sur une réutilisation qui est de l'ordre de 30%, mais on a des marges de manœuvre supplémentaires qui sont considérables. Et puis on a également dans nos plans d'investissement des choses aussi très, très concrètes, comme par exemple, juste à côté d'ici, à Montfort-sur-Meux, sur notre site de Montfort, on va investir très prochainement dans une tour adiabatique qui permet de produire du froid en consommant moins d'énergie et moins d'eau, 95% d'eau en moins. Donc c'est un budget de 600 000 € d'investissement et qui permet là aussi de renforcer nos critères de durabilité. Sébastien, est-ce que vous êtes en ordre de marche sur la REUT ? Oui, nous on est assez en avance sur la REUT, puisqu'on a eu un arrêté préfectoral d'autorisation qui date de 2015 et une station d'épuration qui a commencé qui a démarré en 2018. Et depuis 2022, on utilise de la REUT, de l'eau de REUT dans nos process. Alors pour bien comprendre, on parle d'une évolution réglementaire, mais il peut y avoir des situations spécifiques localement, un arrêté préfectoral qui change la donne. Oui. Et là, c'est le cas. Du Oui, coup, c'est ça. Vous avez d'une certaine façon En fait, expérimenté avant l'heure. C'est ça, cet arrêté préfectoral. Les demandes et les dossiers ont été montés au moment de la décision en fait, d'investir sur une station. Nicolas, vous vouliez commenter ? Oui, je voulais simplement dire que ce secteur-là est un secteur qui manque d'eau, où on stocke de l'eau pour faire de l'eau potable dans des carrières, pour essayer de tenir le passage. Donc on est dans une zone effectivement très tendue, et la REUT, je dirais, moi, je suis toujours très prudent sur l'emploi de ce terme. Tant que c'est de l'eau qui revient, en fait c'est une mesure de sobriété, je trouve que c'est une mesure utile, parce que c'est de l'eau qu'on ne prélève pas dans le milieu naturel. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le même emploi du terme pour dire on va valoriser l'eau pour faire de l'irrigation. Et là, je dis c'est de l'eau qui sortira du système. Et là, je suis beaucoup plus réticent. Pour vous donner une raison de notre réticence, savez-vous que le débit de la Vilaine à l'entrée de la retenue d'Arzal, on fait de l'eau potable, c'est à plus de 80% de l'eau qui est passée par une station d'épuration. Et de l'eau qui a été stockée préalablement dans des barrages, y compris qui ne viennent pas du bassin de la Vilaine. Le barrage de Rofemel, ça coule vers le nord, ça ne coule pas vers le sud. Donc si vous voulez, nous sommes extrêmement attentifs. Tout ce qui est effort de sobriété va dans le bon sens. Attention, ce qui sort des stations d'épuration, il vaut mieux, pour ce qui n'est pas remis dans le process industriel, que ça retourne au milieu parce que la tension y est extrême. C'est une logique qui vous parle, Sébastien ? Oui, c'est ce qui est fait sur Docile Fawet. On prélève dans le milieu naturel. On utilise l'eau où on peut utiliser la REUT, c'est sur les parties d'éterrage de nos légumes, lavage primaire, et ainsi que nettoyage des process sur toute la partie lavage du légume. Il y avait déjà des boucles qui existaient, notamment sur la partie d'éterrage avec des systèmes de circuits qui permettaient déjà d'économiser de l'eau. Mais c'est vrai que ça permet d'économiser encore davantage en produisant de l'eau qui est propre et c'est efficace sur l'usine. À titre d'indication, on a utilisé 20 000 m3 de reuse sur 2022. On devrait pouvoir faire une économie de 50 000 m3 cette année. Et pourquoi pas aller jusqu'à 70 000 m3 dans les années qui viennent. Significative, en effet. Teddy, vous faites partie des personnes qui ont poussé ce sujet de la REUT au plan politique. Qu'en est-il pour le syndicat aujourd'hui ? Oui, alors pousser, on a la chance d'avoir des associations, avec le titre tout à l'heure, avec la BEA. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma commune Olivier Clanchin, qui était le président de la BEA et un acteur très engagé sur ces sujets-là. Et puis, quelques connexions qui font qu'en effet, on a tous poussé dans le même sens. Mais il faut surtout saluer les entreprises agroalimentaires qui ont fait un travail remarquable dans le suivi du décret et de l'arrêté qui devrait un jour sortir, paraît-il. Exactement.
On va passer aux problématiques finalement posées par cette table ronde. Quels sont les leviers d'action collectifs? Nicolas Fauré, un point, c'est le prix de l'eau. Est-ce que finalement le prix de l'eau aujourd'hui correspond à ce qui devrait être? C'est toujours très difficile de répondre à ce genre de questions. Ce que je constate, c'est que sur eau du bassin rennais, il y a eu une disparition du tarif dégressif sur l'eau, que les industriels ne sont pas partis. Donc c'est qu'aujourd'hui, le prix de l'eau n'est pas forcément le critère déterminant de leur activité. Les industriels s'en soucient, je dirais, en Bretagne, je pense plus pour des raisons de difficulté d'accès à la ressource en période d'été que sur le prix lui-même, qui reste plus élevé que si vous allez chercher de l'eau en région parisienne. Donc le prix de l'eau, oui, je dirais, nous sommes pour que le prix de l'eau des industriels couvre effectivement le prix de sa production et le prix du transfert jusqu'à l'usine. Que l'industriel ne participe pas au réseau de distribution pour les particuliers, je trouve ça relativement logique. Mais il y a un besoin de clarification, notamment dans les collectivités qui n'en sont pas là. Vous aviez évoqué tout à l'heure la difficulté de la connaissance des prélèvements. Moi, je suis frappé. On a eu une sécheresse en 2022. Quand nous posons la question « Savez-vous qui a consommé moins ?» On a quelques réponses industrielles et puis ailleurs, c'est le grand silence. C'est quand même une carence collective qui est folle. On ne sait pas si les particuliers ont répondu. Vraiment. On ne sait pas si les artisans ont répondu. Donc c'est autant de questions de gestion parce que ce n'est pas seulement telle ou telle catégorie de consommateurs qui doivent faire un effort, c'est que tous, nous devons faire un effort et tous, nous devons en parler. C'est le seul moyen d'éviter du conflit. Je voudrais vraiment insister, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qui nécessite du dialogue, qui nécessite de l'objectivité, qui nécessite l'absence de faux semblants. Nicolas, du coup, alors le sujet de la tarification, c'est une chose. Effectivement, l'enjeu, c'est communiquer les données. Alors, je reste sur la tarification et on va passer effectivement à la question au fond de la transparence et de l'échange des données. Sur la tarification, Nicolas a parlé effectivement de tarifs dégressifs, c'est-à-dire que plus on consomme et plus le prix est bas, ce qui pourrait être considéré comme incitatif. C'est quelque chose d'actualité chez vous? Alors, ça a été, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était en place dans les différents petits syndicats. C'est-à-dire que pendant longtemps, en effet, on était parfois très content d'avoir un très gros consommateur sur son petit syndicat, puisque c'est des coûts de distribution de l'eau qui sont beaucoup plus faibles que chez le particulier. Et donc, ça finançait, mine de rien, une partie du renouvellement du réseau des particuliers, très clairement, et ça venait abonder la trésorerie des syndicats quand vous aviez un très gros consommateur. Donc, c'est vrai qu'on lui faisait un prix attractif, on va dire, par rapport aux particuliers. Et tout ça, c'est en train de se terminer, en tout cas sur mon syndicat. C'est le cas aussi, en effet, sur Eau du Bassin Rennais. Nous, on a donc décidé d'aller vers une harmonisation tarifaire qui met fin à la dégressivité, c'est-à-dire qu'on va aller vers un prix unique, qu'on consomme 1 m3 ou 100 000 m3. Ce sera le même prix pour tout le monde, et ça à horizon 2028. Donc c'est vrai qu'on peut trouver ça long, mais il faut laisser aussi le temps aux industriels. C'est le discours qu'on a eu, c'est de se dire, voilà, si chaque année, vous arrivez à faire des économies, la facture ne bougera pas, et en 2028, vous aurez la même facture qu'aujourd'hui, et on aura réussi cette harmonisation tarifaire, qui est une harmonisation sur 6 grilles tarifaires. Donc voilà, c'est ça la complexité. C'est-à-dire que politiquement, nous, il y a le volet industriel, mais il y a le volet particulier aussi, mettre tout le monde d'accord sur c'est quoi le tarif cible et qui est prêt à faire un geste. C'est essentiellement les urbains, puisque l'eau potable coûte moins cher à distribuer en ville. Et donc, c'est vrai que c'est les villes qui compensent le coût de la distribution dans les campagnes. Il y a une forme de solidarité. De péréquation, voilà, de solidarité entre les villes et les campagnes. Et là, pour aller au bout, ça veut dire que c'est le même prix de l'eau qui sera atteint sur tout le territoire, c'est-à-dire tout le département, c'est ça de l'île? Alors, pour l'instant, sur chaque syndicat, on s'est fixé, nous, notre tarif, la CEBR a son tarif. Par contre, on est en train, à l'échelle départementale, de se mettre d'accord sur un prix plancher. Ah oui, d'accord. Voilà, pour l'industrie, pour les gros consommateurs, de se dire le prix de l'eau ne devra pas descendre en dessous de tel prix pour qu'il n'y ait plus de concurrence entre territoires, que l'eau ne soit pas un critère d'attractivité d'un territoire par rapport à un autre sur un industriel gros consommateur qui voudrait s'implanter
quelque part. Donc là, c'est en cours, la charte est prête, le tarif est plus ou moins arrêté, et maintenant, il faut que chaque syndicat signe. Alors quand on est un gros syndicat comme moi ou la CEBR, c'est plus facile puisqu'il n'y a qu'un président, il n'y a qu'un conseil, enfin, voilà, qu'un bureau des élus. Où c'est un peu plus difficile, c'est quand on a encore sur certains territoires plein de petits syndicats. Et là, il faut aller convaincre, pas chaque maire, mais presque, d'accepter ce prix plancher. Alors, vous avez la parole, vous la gardez parce qu'on est sur le deuxième thème, la question au fond, une véritable transparence des données, enfin en tout cas une meilleure communication, plus d'échanges entre les différentes parties prenantes. Sur votre syndicat, justement, vous avez connu une situation qui vous a amené à transmettre certaines données concernant des industriels de votre territoire. Oui, on a une association bien connue du milieu rennais qui a réclamé notamment sur 2 industriels les consommations. Moi, j'étais assez à l'aise. Pour les nommer, donc c'est l'association La Nature en Ville tout à fait. Et les industriels. Sur Vandemortele et sur Bridor, voilà, sur les consommations. Moi, j'étais assez à l'aise de communiquer par secteur d'activité, c'est-à-dire que je n'avais pas de souci à me dire, voilà, l'industrie laitière a fait telle consommation, telle baisse, l'industrie de la viande, etc. Nous, on avait quelques questions quand ça nous a été demandé. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps aussi pour voir ce qu'on devait répondre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des notions d'RGPD sur les données. Et ça nous a questionné. Voilà. C'est-à-dire que la consommation d'eau d'un site industriel est aussi peut-être le reflet d'une activité économique d'un site industriel. C'est une information. Ça peut être une information. Stratégique. Voilà, moi, c'est la question que je me suis posée. Bon. Les services de l'État ont considéré que ce n'était pas le cas. On est toujours en attente d'une réponse écrite précise de la CNIL sur ces sujets-là, puisque aujourd'hui on parle des gros consommateurs, mais en fait, où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire que demain, est-ce que je dois publier, par exemple, la liste des propriétaires de piscines individuelles sur mon territoire, qui ont une consommation qui augmente de 15 à 20% chaque année? Est-ce que je dois publier, si on me la demande, la liste des gens qui ont construit une piscine? Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des membres de l'association environnementale qui ont construit une piscine, donc ça peut être sympa d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est un sujet évidemment qui peut être explosif. Je me tourne vers les industriels. Alors, vous, cette question de la communication des données, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre réalité avec votre syndicat, les parties prenantes de votre territoire? On peut difficilement être contre la transparence. Je pense que c'est un principe qu'on doit absolument respecter. Après, c'est la transparence au service de quoi? Donc, comme le disait monsieur, je pense qu'il faut faire attention aux erreurs d'interprétation sur les données si elles sont transmises de façon brute. Et puis après, nous, évidemment, en tant qu'industriels, on a des comptes à rendre au service de l'État. On s'efforce aussi de maintenir des dialogues avec les associations environnementales. Et puis après, je pense que le plus important dans cette affaire-là, c'est aussi d'avoir une vision d'un petit peu plus long terme pour voir comment est-ce qu'on va être capable de partager la ressource sur un territoire. Donc, au-delà de la transparence, je pense que c'est plutôt une question d'anticipation qu'il faut être capable d'avoir dans un souci de dialogue constructif, bien sûr. Je me tourne vers Gaël. Au fond, dans votre sujet d'étude, cette question justement de la donnée, de la data, elle fait partie des enjeux? Oui, alors c'est même majeur en fait. C'est vrai que, vous l'avez dit tout à l'heure, je viens des sciences dures et c'est vrai qu'on a peut-être plus la culture et l'habitude de monter des projets partenariaux publics-privés qui impliquent une coopération forte entre les différents types d'acteurs et de porteurs. Pas trop près, je pense, de la... C'est peut-être un peu essayez ce micro. C'est peut-être moins la tradition en sciences humaines et sociales. Oui, c'est mieux, hein, ouais. C'est moins la tradition en sciences humaines et sociales, mais en l'occurrence, là, Popsus, c'est une bonne illustration, un bon exemple de ce qu'on peut faire en matière d'échange d'informations. Et je parlais tout à l'heure donc, de l'eau, certes, mais aussi d'analyse de cycle de vie. On voit que c'est une famille de méthodes qui s'appuie sur une grosse collecte d'informations, sans quoi sinon on va chercher que de la donnée de base de données. C'est intéressant, mais on va avoir que des données moyennes, alors que tout le sel de ces études-là, c'est d'avoir ce qu'on appelle de la donnée primaire. Donc, quand on n'est pas soi-même des producteurs de données, parce qu'on n'est jamais que des agents de l'enseignement et de la recherche, ça veut dire qu'il faut aller les demander à des gens qui l'ont et donc obtenir ces données-là. Et en l'occurrence, Popsu, c'est un programme qui a débuté là il y a quelques mois, puis qui cette année s'appuie beaucoup sur de la mobilisation étudiante. Donc, ça implique qu'on encadre des étudiants qui vont sur le terrain réaliser des interviews auprès des industriels, auprès des pouvoirs publics, pour illustrer un peu comment se noue le dialogue justement entre pouvoirs publics et industriels dans le cadre de cette thématique sur l'eau, par exemple. Et c'est ouvert, c'est-à-dire que là, c'est un appel aussi
vous lancez? Alors, c'est aussi un appel à participer. Donc, Ayla Mokaer, qui est une étudiante dans mon séminaire de 4e année, en recherche sur les transitions managériales. Elle est en charge cette année de réaliser une série d'interviews auprès de différents industriels. Si vous êtes volontaire pour participer, vous pouvez aller la rencontrer tout de suite. Et puis plus globalement, comme c'est un programme qui va durer 2 ou 3 ans, on va être amené à rencontrer davantage de monde. Et puis d'autres illustrations. Je sais qu'à Sciences Po Rennes, par exemple, on lance une chaire sur l'habitabilité de la Terre pour s'intéresser aux questions plus largement environnementales, où on imagine une activité partenariale avec des acteurs économiques. C'est clair, le message est passé, Gaël. Allez, dernière question, parce que je voudrais qu'on aille au bout de ce sujet. Il est évident que dans le thème de la table ronde, on a tous à l'esprit la situation de l'usine Bridor à Liffré, de l'usine Alto à Saint-Géron, qui a été du coup redimensionnée vis-à-vis de son projet d'extension en lien avec cette problématique de l'eau. Nicolas Fauré, sur ces 2 exemples, au fond, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait pour qu'on essaye d'être constructif et de se dire voilà, comment on évolue pour mieux travailler tous ensemble sur ce sujet de l'eau? Pour moi, dans ces 2 dossiers, la liste des questions préalables de l'industriel a connu un raté. C'est qu'est-ce que le territoire est capable de me fournir comme quantité d'eau, y compris pendant l'été. Cette question, quand elle n'est pas posée, elle peut conduire à un accident juridique sur un problème tout simple. Moi, je voudrais insister là-dessus. Un industriel qui s'installe, il va s'intéresser à la disponibilité foncière, à l'imposition, au marché de l'emploi dans le secteur, à son aire d'alimentation en matières premières, etc., etc. Et moi, je dis, il faut qu'il se pose la question de la capacité du territoire à lui fournir, même une année sèche, la quantité d'eau dont il a besoin. Et pour le savoir, ce n'est pas au maire qu'il faut qu'il pose la question. Ce n'est pas au syndicat de distribution d'eau potable qu'il faut qu'il pose la question. C'est au syndicat qui produit l'eau potable et qui n'est pas forcément le même. Et je pense que quand cette question est posée dès le début, on a infiniment moins de difficultés derrière. Le cas d'Alto est assez remarquable. C'est parce que Eau et Rivière s'est mobilisé que enfin l'industriel est allé voir le syndicat d'eau potable qui lui a dit 250 000 m3, on n'est pas capable de vous les fournir. On est descendu à 125 000 et même l'industriel a dit je vais avoir une bâche tampon d'eau potable de façon à ne pas prélever d'eau sur le réseau dans les heures de pointe domestiques. Donc si vous voulez, on a enfin réussi, je dirais, par la contrainte, ce qui est quand même très dommage. En tout cas, il y a eu cet échange qui s'est produit. Oui, mais après. A posteriori. Et je voudrais simplement faire passer le message, anticiper ce problème de l'eau comme des tas d'autres. Mais prenez-le au bon endroit, au bon niveau, et je pense que ça fluidifiera beaucoup les discussions. Teddy, alors ça tombe bien, vous représentez un syndicat de production notamment. Oui, alors là où je rejoins le représentant d'Eau et Rivière, c'est qu'en effet, quand vous aviez des syndicats de distribution et des syndicats de production, il y avait parfois des difficultés à se parler et à échanger, et le syndicat de distribution disait si, on va les implanter, et n'écoutait pas forcément la production. Donc c'est pour ça qu'il faut pousser, mais là c'est un message politique, à ce qu'il y ait des regroupements de syndicats pour qu'on ait des structures comme la nôtre ou comme celle de Rennes Métropole qui ont la compétence production, distribution, et même maintenant, nous, depuis le 1er janvier 2024, on a repris la protection de la ressource. C'est-à-dire qu'on a repris cette compétence qui était au bassin versant, à Eau-et-Vilaine, on l'a repris en interne pour vraiment maîtriser totalement le cycle de l'eau jusqu'au consommateur final. Après, alors je connais moins le deuxième, je connais un peu mieux le sujet Bridor, puisque j'étais le syndicat producteur et pas distributeur, puisque Liffré-Cormier, justement, avait gardé cette compétence. Donc c'est là où, en effet, je vous rejoins. Il y a pu y avoir des difficultés de communication à ce sujet-là, alors que si on avait été distributeur, on aurait été directement associé au tout départ. Maintenant, ce qu'on est en train de montrer, c'est que toutes les solutions d'économie d'eau qu'on est en train de mettre en place, la REUT, les ruptures technologiques qui vont arriver,
Nous, on va gagner d'ici 2026 1 million de mètres cubes. Le sujet Bridor, c'était 150 000 mètres cubes. Avec de la réhute et des ruptures technologiques, je pense que le sujet Bridor aurait pu descendre en dessous des 100 000 mètres cubes de consommation annuelle à plein régime. Et on a montré qu'on était capable, nous, de gagner 1 million de mètres cubes. Donc on avait sans doute cette capacité à fournir. Et tout à l'heure, j'entendais, et c'est vrai que le département d'Ille-et-Vilaine, jusqu'ici, avait une augmentation globale des volumes consommés. Pour la première fois en 2022, les chiffres vont sortir à l'échelle du SMG, on a une baisse de la consommation départementale pour la première fois. Et sur les particuliers, sur mon syndicat, on a constaté une baisse de 2 à 3% sur l'année 2022, alors qu'on a actionné que 6 mois vraiment où on a communiqué et où on a fait les efforts nécessaires. Donc l'année 2023 va marquer, je pense, à nouveau une nouvelle baisse. Et il faut qu'on continue maintenant, dès que les arrêtés vont sortir, pour qu'on ait cette tendance de baisse régulière sur les 10 prochaines années, à la fois sur l'industrie agroalimentaire, mais aussi sur le sujet des particuliers et du domestique. Merci Teddy. On arrête sur cette perspective positive. Le temps pour prendre une question, des échanges avec la salle auprès de nos intervenants. Si pas de questions, eh bien, écoutez, on va applaudir et remercier chaleureusement les participants à cette table ronde. Merci à vous. Et j'appelle pour conclure les représentants des 3 partenaires, Jean-Luc Perrault, directeur de Valorial, Marie Kieffer, délégué général de la BEA, et Alain Terpan, directeur général de BDI. Alors c'est le mot de la fin. On va commencer, merci de me rejoindre, voici un micro. On va commencer par Jean-Luc Perrault. Alors, sur l'angle de l'innovation, au fond, que peut-on dire en conclusion? Alors, moi, pour conclure, en fait, alors déjà remercier vraiment tous les intervenants de la matinée, parce que je trouve que ça nous a proposé un panorama quand même assez complexe et assez complet des enjeux de l'eau appliqués à notre domaine qui est l'industrie agroalimentaire. Et finalement, ils m'ont, si je peux me permettre cette expression, ils m'ont donné un peu d'eau à mon moulin. Il fallait la faire. Parce que je suis plutôt d'un naturel très optimiste et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de positivité et d'optimisme autour de ce sujet-là. Je vais juste utiliser une petite image. En fait, en écoutant tous ces intervenants ce matin, je pensais aux Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, j'ai utilisé un peu cette métaphore pour tirer une conclusion. Moi, ce que je retiens quand même de ce matin, c'est que quand on parle d'industrie agroalimentaire, on parle d'athlètes de très haut niveau. De très haut niveau de performance et justement de très haut niveau de performance appliqué à ce domaine de l'eau. Et il y a eu cet électrochoc en 2022 où justement ces athlètes de haut niveau ont frôlé la déshydratation, le coup de chaud, hein, et c'est ça. Et donc là, il y a eu j'allais dire, ça a additionné la prise en considération de cet aspect de déshydratation. Et donc, pour des athlètes de haut niveau, il faut gérer cet aspect-là. Olivier Barrault a bien souligné aussi que cet aspect haut, il faut l'intégrer dans une vision beaucoup plus globale, qui est celui de la performance industrielle. Donc, ces athlètes de haut niveau, ils sont dans un univers de concurrence nationale, internationale, etc. Et donc, il faut être au top niveau, y compris sur ce sujet-là. Deuxième image par rapport à ces notions de sportives, ce sont des sportifs qui sont finalement bien entourés. Et le CEFIA finalement le démontre, c'est-à-dire qu'il y a énormément de solutions technologiques aujourd'hui qui sont offertes pour contribuer à la performance de ces sportifs de haut niveau. Et on a eu plein d'exemples qui démontrent que ces sportifs de haut niveau ont amélioré leur performance sur ces dernières années. Donc c'est des sportifs de haut niveau qui sont en mouvement déjà depuis de nombreuses années par rapport à ce sujet de l'usage de l'eau. Et dernier point, c'est que ces sportifs de haut niveau qui sont en mouvement, en fait, ils bénéficient d'infrastructures exceptionnelles pour encore améliorer leur performance. Le CEFIA, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on a un salon, voilà, en l'espace de 3 jours, on est capable de trouver des nouvelles formules d'optimisation de sa performance. Et puis, juste pour finir sur la question de l'innovation que tu me posais, Pierre, effectivement, l'innovation est une source de performance. Et j'allais dire, je réinitie le message que j'ai envoyé tout à l'heure en disant, moi, j'invite ce monde agroalimentaire à participer à des projets de recherche et d'innovation dans les prochaines années pour justement être encore
au top niveau et avoir les médailles d'or de la performance, tout simplement. Merci Jean-Luc pour cette belle conclusion. On va filer la métaphore sportive avec Marie au fond sur ce sujet de l'eau comme sur d'autres. Ce qui compte, c'est le travail d'équipe. Ça marche, je pense. Ça marche ? Ouais. Ok, ça marche. Non, je serai extrêmement rapide parce qu'on a eu une matinée extrêmement riche, extrêmement dense. Et oui, au final, et on l'a vu sur l'ensemble des prises de parole, sur la partie plus technique ou sur la partie dialogue entre les différents participants, intervenants, consommateurs et régulateurs de cette ressource en eau, qui a quand même un dénominateur commun. Et peut-être propre à la Bretagne, allons, soyons un peu chauvins, eh bien, de se mettre autour de la table et d'échanger sur les sujets, ce qu'on s'efforce de faire. Et puis, j'ai envie de dire, alors on pourrait se laisser un petit peu happer par une petite musique un peu défaitiste, voilà, qui dit voilà, ça va être compliqué, transition environnementale, et puis comment on va faire, et puis comment on va partager ce bien. J'ai plutôt envie de me dire, et je reprendrai 2 éléments. Le premier, ça vient d'Olivier Clanchin, qui est notre ancien président, qui est vice-président actuellement, et qui dit « Moi, je suis pour les combats pour ». Et à la BEA, on aime bien être pour les combats pour, parce que l'idée, c'est vraiment de faire avancer, c'est de pouvoir partager, pouvoir continuer à nourrir un Français sur 3 en Bretagne, pouvoir aussi faire qu'on reste une terre attractive pour y vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis de s'engager collectivement sur ces sujets-là, oui, ça nous porte. Et puis, je vais plagier une deuxième personne. Eh bien, il s'agit de Sébastien Abyss, qui dit que pour relever eh bien, l'immense défi de nourrir la planète, il faut avoir une ardeur joyeuse. Et je crois fondamentalement qu'en Bretagne, nous avons cette ardeur joyeuse chevillée au corps. Voilà. Merci Marie. On passe le micro à Alain Terpan pour BDI. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci pour les derniers courageux qui sont encore là pour nous écouter. Moi aussi, j'aimerais bien terminer sur une note d'optimisme. J'ai compris ce matin qu'on avait quand même une vraie prise de conscience des acteurs étatiques mobilisés, les agences étatiques, chacun dans leur domaine de compétences. On a un réseau de partenaires qui peuvent accompagner les acteurs de l'agro sur ces problématiques. Jean-Luc et Valorial sur l'innovation, sur tout ce qui est process, partage de bonnes pratiques, réglementaires. On a la BEA avec Marie et son équipe. On a des avancées réglementaires, on a des solutions qui ont été présentées. Même si tout n'est pas sans doute parfait, tout est en train de se mettre en place. J'insisterai juste sur un dernier enjeu qui est au cœur des missions, en l'occurrence d'une agence comme Bretagne Développement Innovation. Et c'est le fait de faire grandir et de structurer une filière technologique, en l'occurrence avec le soutien de la région Bretagne, qui va répondre aux enjeux de l'usine agroalimentaire. C'est ce qu'on fait depuis une douzaine d'années dans le cadre du programme Agrétique, Usine Agro, avec des équipementiers, des offreurs de solutions pour l'usine agroalimentaire à travers l'identification des besoins et l'expérimentation. Avec cette année, vous l'avez deviné, un focus sur l'eau. Je suis vraiment convaincu qu'il y a un vrai enjeu à aider les technos à faire ce dernier kilomètre vers le marché, ou bien les utilisateurs à les adopter, ce qui revient à peu près au même, pas tout à fait, parce que dans un cas, on aide les offreurs de solutions, dans l'autre cas, on aide ceux qui les déploient chez eux. Et si on ne fait pas ce dernier kilomètre, eh bien, on prend le risque de voir toutes les bonnes idées que vous avez, qui vous ont été présentées, qu'on peut voir dans le hall 6, rester sur étagère. Et on a vu aussi aujourd'hui, ce que j'ai noté, c'est que quand on a vraiment une collaboration de proximité entre les offreurs de solutions et leurs utilisateurs, ça peut s'avérer très très riche, y compris au niveau de l'innovation. Voilà, donc c'est un des objectifs du plateau qu'on a monté collectivement sur le hall 6, qui se répartit en 5 kilos. Je les rappelle, le nettoyage, qui est très important, qui représente près de la moitié, si on moyenne, la consommation d'une entreprise agroalimentaire en eau, le comptage, la data, qui renvoie indirectement au sujet de la propriété de la donnée, dont il a été question à la dernière table ronde, tout ce qui est réduction de l'eau dans les process, le traitement de l'eau, les analyses et la qualité de l'eau. Voilà, je ne serai pas plus long, mais si vous voulez voir des vraies solutions en lien avec tout ce qui a été adressé aujourd'hui, eh bien, rendez-vous dans le hall 6, on vous y accueillera tous les trois avec nos équipes et tous les industriels présents avec un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci Alain, Marie et Jean-Luc, on peut les applaudir
Pour cette belle conclusion, on a compris le message. Rendez-vous sur l'espace Usine Agro du Futur. On se retrouve dans les allées du salon. Et n'oubliez pas les replays sur la chaîne YouTube du salon. À très vite.